puisqu'il en est encore temps, les meilleurs vœux des éditions du Croquant pour l'année qui commence, hein, en espérant qu'elle sera moins mouvementée et parfois désespérante que celle qui vient de se terminer. Alors moi donc, je vais finir par le dire, je suis Louis Weber, un des co-gérants des éditions du Croquant. L'objet de la discussion à laquelle nous vous avons invité aujourd'hui est la présentation du dernier livre de Jean Chéras. Alors, c'est Noël 1920 à Tours, la grande déchirure, le congrès fratricide. Hein, voilà le livre. Jean Chéras, il le dira peut-être lui-même, mais autant le dire là, ce qui lui évitera cette corvée, est cinéaste documentariste. Par ailleurs, il est historien. Il tient un blog sur Mediapart avec le pseudonyme de Vintras, dont vous savez qu'il est le personnage central de la trilogie écrite par Jules Vallès, un des héros et survivants de la Commune. Commune, d'ailleurs, qui est un autre grand centre d'intérêt de Jean Chéras, auteur de 2 épais volumes publiés eux aussi aux éditions du Croquant, sous le titre Les 72 immortels. Alors, les sous-titres de chacun de ces volumes, alors La fraternité sans visage pour le premier et l'ébauche d'un ordre libertaire pour le second, indiquent bien le regard que Jean Chéras porte sur cet événement majeur de l'histoire des luttes populaires en France et dans le monde. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant pour laisser la parole à notre invité du jour, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Et pour lancer le débat, peut-être que, puisque j'ai évoqué ces deux sujets de préoccupation, la Commune et le Congrès de Tours, comme je suis convaincu que dans son esprit, ça n'en fait qu'un, enfin, sauf s'il a préparé quelque chose de structuré, dans ce cas, je ne voudrais pas le forcer à présenter les choses autrement, mais ce serait quand même intéressant de dire, au-delà de l'anniversaire du congrès de Tours, qu'est-ce qui l'a amené à publier ce livre, donc à faire cette recherche d'abord, recherche documentaire, à publier ce livre 2 ans après ce qu'il a publié sur la Commune. Voilà. Alors Jean Chéras, à vous. Bon, merci Louis de votre présentation rapide et toujours bienveillante. En fait, le livre sur le congrès de Tours, c'est la suite de mon travail, le travail que j'ai commencé sur la Commune. Et je dois dire que les 2 anniversaires se sont télescopés, le centenaire du congrès de Tours et le 150aire de la Commune qui va venir au mois de mars 2021. Pourquoi me suis-je intéressé au congrès de Tours dans la foulée de la Commune? Parce que pour moi, le congrès de Tours, s'il est revu, revisité avec des yeux communeux, avec l'état d'esprit de la Commune, il devient tout à fait intéressant et lumineux. Et ce n'est plus du tout, comme Adi Kriegel l'a admirablement d'ailleurs décrite dans le premier livre qu'elle a fait sur le congrès de Tours, une simple scission entre socialistes et communistes. C'est véritablement, je dirais pas une mise en faillite, mais une césure du mouvement ouvrier et du mouvement prolétarien en France, qui est extrêmement importante, qui donne à cet événement, à mon avis, une résonance tout à fait particulière, qui nous permet, 100 ans après, de comprendre pourquoi toutes les gauches se trouvent aujourd'hui dans un état de division et de déliquescence absolue. Voilà, si vous voulez, en gros, quelle était ma démarche. Et donc, au lieu de refaire une analyse factuelle du congrès de Tours qui a admirablement été faite par du Colombier et de l'Excuse dans des livres qui font autorité aujourd'hui,
je me suis attaché à faire une analyse de texte de toutes les interventions et aussi de tout le non-dit du Congrès, car c'est un Congrès où le non-dit est aussi important que le dit. Et les conclusions que j'en tire devraient pouvoir, à mon avis, alimenter un débat fructueux sur la renaissance ou le retour de la gauche. Voilà. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des réactions là à ce qui vient d'être dit? Bon, si j'ai rappelé les sous-titres des livres sur la commune, c'est bien que, comme le dit lui-même, comme dit Jean Chérasses lui-même dans sa présentation du livre sur le congrès de Tours, il parle quand même d'un grand sabordage de l'émancipation prolétarienne. Il parle du virus bolchevique. Je suppose que le virus, c'est l'ambiance de l'époque qui veut qu'on parle de virus, mais enfin du virus bolchevique, du soupçon et de la défiance. Et puis le pouvoir personnel, donc c'est bien. Enfin, on sent bien une préférence là entre les trois motions que Chérasses la rappelle. D'ailleurs, les trois motions qui ont été présentées au congrès de Tours, l'une pour l'adhésion à la troisième nationale, qui a été largement majoritaire, l'autre pour le refus, c'est-à-dire le repli vers la vieille maison socialiste, qui n'était pas si vieille que ça d'ailleurs, puisqu'elle datait d'une quinzaine d'années avant. Mais il y avait une troisième motion dont beaucoup d'œuvres ne parlent pas beaucoup, qui est la motion dite Longuet, qui était une adhésion à la troisième internationale, mais sous condition. Voilà. Alors, quand nous avons diffusé dans cette quatrième de couverture, je ne vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de réactions. De réactions à l'égard ou par rapport à cette lecture, disons, qui ne correspond pas à la lecture traditionnelle pouvant être faite soit par ceux qui deviendront les communistes, soit par ceux qui resteront les socialistes, au sens que ces mots ont aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je réponds je ne me place pas du tout dans cette optique. Ce que je constate, c'est que les deux signataires de la motion qui a emporté l'adhésion à la troisième internationale à une énorme majorité, Loriot et Souvarine, les deux signataires, donc les deux rédacteurs et signataires de cette motion, ont tous les deux, 2 ans ou 3 ans après le congrès de Tours, été éliminés du jeu politique. Bon. Ça pose quand même une question fondamentale. Ça veut dire qu'effectivement, ce congrès a-t-il été un leurre ou n'a-t-il pas été un leurre? Ça veut dire que si la motion majoritaire, si la motion que Longuet, par exemple, puisqu'il s'agit de cela, a été rejetée, toute une partie des signataires de la motion Longuet étaient absolument favorables à l'adhésion à la troisième internationale. Et ce qui s'est passé, on va entrer dans le vif du sujet avec le virus de bolchevisation. Le virus de bolchevisation est un virus extrêmement pernicieux, dans la mesure où, effectivement, on transforme l'attitude militante pour le combat politique en une attitude quasiment militaire. On transforme les partis politiques en sectes ou en organismes militaires. Alors que les partis politiques en France, et notamment dans la mouvance du socialisme français, étaient des partis politiques de discussion, des partis politiques où il y avait énormément de courants différents, où chacun s'exprimait selon sa sensibilité. Et brusquement, on veut supprimer
cette facilité pour transformer les partis politiques en commando d'exécution et vraiment en opération militaire. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas appesanti sur l'affaire Longuet, car l'affaire Longuet, elle est par ailleurs, à mon avis, tout à fait intéressante et n'entre pas dans le jeu du congrès de Tours. Bon, toujours pas de réaction. Cela dit, je voudrais ajouter quelque chose tout de suite. Pourquoi j'ai voulu faire ce livre sur le congrès de Tours? Parce que dans ma jeunesse, j'ai été un militant communiste extrêmement ardent et extrêmement avec vraiment un immense enthousiasme. Je suis resté communiste profondément aujourd'hui. Et je souffre de voir à quel point le mot communisme est galvaudé, est critiqué, est traîné dans la boue, alors qu'il s'agit d'une des plus belles idées de l'humanité. Voilà pourquoi j'ai fait le congrès de Tours, parce que je voulais mettre les choses au point, mettre les pieds dans le plat et montrer à quel point on ne peut pas aujourd'hui rayer de la carte quelque chose qui a été un des moments importants de la conscience humaine. Bon. Oui. Oui, allez-y, monsieur Mangin. Bonjour, Jean. Bonjour, Edouard. Oui, bonjour, tout le monde. Bon, je vais mettre un peu pas les pieds dans le plat, mais enfin, ouvrir un peu un débat avec un millier de portes. Concernant, je rebondis sur ce que vient de dire Jean, auquel je suis également sensible sur l'idée communiste. Et effectivement, cette idée, je vais l'articuler avec une ouverture du débat, c'est que on a parlé d'un retour, on voit un retour de la gauche, et il me semble que ce mot, lui aussi, est archi galvaudé, et que peut-être il faudrait définir qu'est-ce qu'on entend par gauche, en l'articulant avec l'idée communiste. Sauf erreur, tant qu'on ne toucherait pas au point nodal du mode de production capitaliste, qui est la propriété privée des facteurs de production, si on n'y touche pas, et si on s'en arrange, tel que le dit très bien Frédéric Lordon, en fait, on est fichu, on ne peut rien faire, le monde ne change pas. C'est la même clivage dominant-dominé, etc., qui se passe. Donc, la gauche, est-ce que c'est ça, ou la réflexion sur la gauche et l'idée communiste, c'est un peu ça que je voudrais, que je lance, hein, parce que moi, évidemment, je n'ai pas la réponse, mais en fait, la vraie question, elle me semble à ce point-là. Voilà. Ouais, tu as remis le problème là où il doit s'y situer, cher Edouard. Le problème, c'est que dans le grand mouvement ouvrier, dans le grand mouvement qui suit la commune et qui va durer jusqu'à aujourd'hui, il y a deux attitudes. La première attitude, c'est l'attitude de la croyance. On croit en une force politique et on devient une sorte de... on entre en religion. Et la deuxième attitude, c'est l'émancipation. On se bat ou pour une croyance ou pour s'émanciper. Si on se bat pour s'émanciper, on peut discuter de toutes les formes du combat. Si on se bat pour une croyance, on ne peut pas, on est obligé d'entrer dans un dogme. Mmh. Je crois qu'on en est là. Aujourd'hui, si les gauches plutôt, parce qu'il y a des gauches, si les gauches veulent faire reculer le capitalisme, se battre avec efficacité contre cette ignominie du capitalisme et de la justice sociale, il faut absolument qu'elle retrouve le sens de l'émancipation. Et le sens de l'émancipation exclut tout ce que le Congrès de Tours a combattu, c'est-à-dire par exemple le parlementarisme bourgeois. Le mouvement ouvrier s'est englué dans le parlementarisme bourgeois à la suite de Jaurès. Et sur le terrain du parlementarisme bourgeois, le mouvement ouvrier est perdant.
Il sera toujours perdant. On le voit bien aujourd'hui avec la Ve République, où toutes les règles de fonctionnement de la démocratie aboutissent à une impasse. Aujourd'hui, quelle que soit la qualité ou la force des leaders que pourrait proposer la gauche, de Mélenchon à tous les autres, aucun n'est en mesure de prendre le leadership et de mener le combat, un combat victorieux. On ne peut pas gagner avec les élections, c'est impossible. On l'a lui dit en 68, personne ne nous a écoutés à l'époque. Aujourd'hui, il faut en revenir au grand carrefour qui était celui qui a ouvert la Commune de Paris, c'est-à-dire la démocratie horizontale. La démocratie horizontale, la démocratie participative, sans président ni chef. Il faut absolument... Ni Dieu ni maître, quoi. Ni Dieu ni maître, bien sûr. Mais bon, pourquoi pas Dieu? Moi, je ne suis pas contre. Mais pas de maître, surtout. Et il faut que le mouvement ouvrier puisse s'orienter grâce à une direction collective, à une gestion collective. Il faut en revenir au collectif. C'est ça. Le véritable salut, il est là. Et si on ne suit pas cette voie-là, on va rester englué pendant des années et des années dans une démocratie bourgeoise, dans une république qui n'est même plus digne de ce nom de république. Bien, au-delà de ces considérations un peu, enfin, très, très marquées, hein, mais c'est le propre aussi de quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il dit, mais très marquées sur ce que la gauche aurait dû faire ou pas faire. Revenons à votre livre. Alors, je trouve là que dans vos interventions orales, là, vous êtes beaucoup plus dur en quelque sorte que dans le livre lui-même. Ah oui, non, c'est sûr. Je n'ai pas eu cette impression. Alors, comment est-ce que vous... Enfin, que répondrez-vous à la question suivante? Il y a eu pas mal d'ouvrages sur la Commune. Vous avez vous-même cité... enfin, pas sur la Commune, sur le Congrès. Sur le Congrès. Hein. Vous-même avez fait un gros effort de documentation, de bibliographie, et ainsi de suite. Alors, quelle est la plus-value, pour utiliser cet affreux mot issu tout droit du capitalisme, que vous pensez apporter dans ce débat plus général sur l'histoire du mouvement ouvrier? Voilà. Alors, pour moi, et c'est là mon apport personnel à l'analyse et à l'étude du Congrès de Tours, je crois que ce Noël 1920, c'est la résurrection du 26 mars 1871. Pour moi, l'enthousiasme du Congrès de Tours, des premiers jours du Congrès de Tours, correspond à l'enthousiasme de la création de la Commune de Paris. Après 4 ans d'une guerre atroce, d'une boucherie effroyable, où les prolétariats se sont anéantis les uns les autres, en dehors d'une deuxième internationale incapable d'arrêter le massacre. Nous avons brusquement la renaissance de l'idée socialiste, c'est-à-dire du communisme en France, avec tous les délégués de toutes les régions de France qui sont là et qui, 9 sur 10 quasiment, même si le résultat des votes est plutôt 75-25. Mais tout le monde participe du même enthousiasme, de la même joie, de la même fête, de la résurrection de l'idée du grand combat social. C'est ça que je voulais montrer. C'est ça que, à mon avis, qui est intéressant, et de montrer que brusquement, tout cela va être dévoyé par la Troisième Internationale et par Zinoviev, qui l'exprime d'ailleurs à travers son télégramme, en posant les 21 conditions, qui d'ailleurs en sont 22. Préciser un peu à propos du télégramme de Zinoviev, parce que c'est quand même très particulier. Donc, si vous n'expliquez pas de quoi il s'agit... Je l'ai publié intégralement dans les annexes.
Ouais, le télégramme. ouais, Donc, chacun peut... Rappelez ce que c'est, ce télégramme de Zinoviev. Ce sont les 21 conditions qui permettent au nouveau parti, à la section française de l'Internationale communiste, SFIC, d'adhérer à la Troisième Internationale. Ce sont les 21 conditions. Et ces 21 conditions, c'est entrer chez nous dans l'armée, devenez des soldats, des caporaux, des sergents, des officiers, obéissez et surveillez-vous les uns les autres. C'est ça la bolchevisation. Surveillez-vous les uns les autres. Faites en sorte que personne ne puisse trahir ou ne puisse s'accommoder avec l'esprit petit bourgeois, avec toute déviation sera condamnée impitoyablement et toute personne qui ne suivra pas le chemin qui a été déterminé en haut lieu sera impitoyablement éliminé. C'est ça les 21 conditions. C'est Moscou donne des ordres, Paris exécute. C'est le contraire du socialisme français. Ça va à l'encontre même de l'esprit libertaire du mouvement prolétarien. C'est ça que j'ai voulu faire comprendre et passer. Vous décrivez ce qui s'est produit après le congrès de Tours. Oui, mais pendant le congrès même. Pendant le congrès, il n'y a pas eu quand même des menaces d'exclusion, des menaces de les camps, par exemple, ou les procès de Moscou, ils n'étaient quand même pas dans le congrès de Tours et dans les 21. Oui, mais on sent déjà poindre. C'est autre chose. On sent déjà les choses poindre. Heureusement que Clara Zetkin est venue pour, au troisième jour du congrès, réchauffer l'atmosphère, parce que ça commençait à se déliter. Car le télégramme de Zinoviev, c'est un pavé dans la mare. C'est un pavé dans la mare et qui éclabousse tout le monde. Et les gens se demandent si effectivement, on voit bien les réactions des uns et des autres. Et je les ai relevées d'ailleurs au fur et à mesure que j'ai pu les noter dans le document sténographique des minutes du Congrès. Ouais. Heureusement, bon, la personnalité de Clara Zetkin, elle est tellement emblématique, elle irradie tellement, même si son discours est convenu, est un discours révolutionnaire type, sa présence même et sa chaleur humaine, sa chaleur révolutionnaire fait en sorte que le Congrès retrouve son élan. Bon, puisque vous avez fait allusion là au compte-rendu qui a été fait par le Congrès officiel, enfin, oui. Au sténographique, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots là comment vous avez travaillé pour composer ce livre en quelque sorte? J'ai travaillé d'une manière très simple, finalement. La première chose, dans la bibliographie, j'ai retenu 3 livres qui me semblent essentiels, que je rappelle. Celui d'Annie Kriegel, qui est excellent, et que j'avais lu d'ailleurs à l'époque et qui m'avait beaucoup marqué. Celui de Jusville, qui est tout à fait intéressant, parce qu'il analyse effectivement toutes les retombées du Congrès, et y compris les déviations par rapport à ceux qui se sont opposés ensuite à l'intérieur de la SFIC, et du Colombier, qui est un peu la synthèse des 3. Voilà. Et à la suite de quoi, je me suis attaché à retrouver tout ce qui pouvait avoir été écrit par Souvarine. Souvarine me semble être une pièce principale avec Loriot. Ils étaient d'ailleurs très liés sur le plan personnel. Et j'ai pu retrouver dans les mémoires de Souvarine des indications ou des orientations qui m'ont reporté à la Commune. Et puis, bon, il y a eu les extraits de presse de l'Humanité. Il y a les quelques articles qu'a écrit Séverine, qui a été la compagne de Jules Vallès. Il y a tout un tas de choses qui sont tout à fait intéressantes, qui se passent en dehors du Congrès. Et puis, la pièce maîtresse, j'en arrive à la pièce maîtresse que j'ai analysée, disséquée complètement, en adoptant la méthode Guillemin de lecture de texte, c'est les minutes du Congrès publiées par Gallica, qui sont formidables, parce qu'il y a 600 et quelques pages qui sont vraiment à regarder la loupe. Et ensuite, grâce au Métron,
grâce au dictionnaire Métron, qui est irremplaçable pour ce genre de recherche, j'ai pu avoir plongé dans les biographies des intervenants principaux et savoir ce qu'ils pensaient, comment ont-ils réagi et quelles ont été les petites phrases qu'ils ont pu laisser pour la postérité, notamment celle de Rapoport, que je rappellerai ici, qui pourrait servir de conclusion à ma prestation. C'est, vous connaissez sûrement, la liberté sans le socialisme n'est pas la liberté, le socialisme sans la liberté n'est pas le socialisme. Voilà. Je suis en total accord avec ce qu'avait dit Charles Rapoport, qui était un des intervenants du Congrès de Tours. Et je trouve que cette phrase n'a pas vieilli. Elle est exactement aujourd'hui, elle devrait aujourd'hui être au frontispice de tout congrès dit de gauche, cherchant le chemin de l'union ou de l'unité. Alors, bon, revenons, puisque vous avez étudié à fond les deux périodes, là, oui. Celle de la Commune et celle du Congrès de Tours. Hein. Alors, comment est-ce que comment est-ce que vous décririez les liens entre ces deux événements, soit à travers un certain nombre de personnes, parce qu'il y avait des anciens communeux, comme vous dites là. Oui, communeux. Non pas communeux. Mais c'est ce que j'ai dit, communeux, qui ont participé au Congrès de Tours et qui ont été acclamés d'ailleurs, je ne sais plus de quel d'ailleurs. C'était qui parmi les communeux? Il y en a un qui était une des vedettes, si j'ai bien compris votre livre. Enfin, en tout cas, comment, au-delà de cette anecdote-là, comment est-ce que vous voyez la filiation et les ruptures, s'il y en a, entre l'esprit de la commune et l'esprit du Congrès de Tours, étant entendu qu'il n'y a pas un seul esprit du Congrès de Tours. Il y a l'esprit de la motion majoritaire, il y a l'esprit... Et les minoritaires. Les minoritaires, et puis il y a le troisième esprit, si je peux dire, l'esprit de la troisième motion conditionnelle, quoi, addition conditionnelle. Oui, mais enfin qui finalement oscille entre les deux, quoi. Ouais. Il y a trois personnages du Congrès de Tours qui me semblent importants et qui répondent à votre question. La première personne, c'est Marcel Cachin. Marcel Cachin que j'ai connu, moi, personnellement, quand j'étais jeune militant communiste. Chaque fois qu'il participait à un meeting où nous étions, il était l'objet d'une ovation absolument extraordinaire. Ce vieux lutteur avait à la fois l'intelligence, la vitalité et la foi révolutionnaire comme j'en ai jamais rencontré dans ma vie. Or, Cachin dit une chose importante au cours de sa avant-dernière intervention. Il parle du fédéralisme. Il dit que la Troisième Internationale conduira le mouvement ouvrier vers le fédéralisme. D'ailleurs, il n'a pas tort, puisque de la révolution d'octobre 17 est née l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Et donc, donc ça, premier lien avec la commune, indiscutable. Deuxième lien avec la commune, celui-là beaucoup plus important, qui est l'intervention que je mets en valeur dans le livre et qui, à mon avis, est essentielle. C'est celle d'Henri Ponard. Henri Ponard, qui est un ouvrier tourneur sur bois, fabricant de pipes, maire de Saint-Claude, dans le Jura. Il fait partie d'un département qui a toujours été proche des anarchistes et qui a nourri l'anarchisme, et notamment James Guillaume. C'est le département où est né Proudhon. C'est un département clé pour la vie politique française. Or, Ponard fait une intervention que je vous recommande de lire dans le détail et de la méditer, car c'est très exactement le programme de la commune. La troisième personnalité qui nous rattache à la commune, c'est Vaillant Couturier.
Vaillant Couturier qui est le seul qui sera survivant, de l'équipe des fondateurs du SFIC de Noël 1920. Vaillant Couturier qui est un témoin des tranchées, qui a fait la guerre. Il a été au feu, il a été décoré, il a fait preuve de bravoure, il a joué le jeu de l'Union nationale tout en gardant ses distances par rapport à la bourgeoisie. Il n'est pas du tout entré dans la collaboration de classe. Mais dans les mots qu'il prononce en conclusion du congrès de Tours, je dois dire que j'ai retrouvé les accents de Varlin et d'un certain nombre de grands personnages communeux. Voilà la réponse à ma question. Bien. Il n'y a pas de question. Puisque vous insistez sur communeux, là, alors quelle est la... expliquez-nous pourquoi vous... Communeux, parce qu'ils s'appelaient entre eux communeux. Et pas communard. C'est les Versaillais qui ont utilisé l'adjectif communard pour les discréditer. Communard, connard. Les Versaillais ont toujours dit « Ah oui, les bandits communards ». Les bandits communards qui ont accaparé Paris, qui vont sûrement mettre la main sur les stocks d'or de la Banque de France, hein, qui vont sûrement supprimer tout le clergé, qui vont sûrement confisquer toutes les usines, qui vont sûrement égorger tous les braves gens, tous les honnêtes gens. Communeux est un mot qu'on trouve chez Jules Vallès, qu'on trouve chez Louise Michel, qu'on trouve chez tous les gens qui ont parlé de la commune au présent. Et je dois dire que 150 ans après, j'aimerais bien que le mot communeux soit restauré et pas celui de communard qui garde cette espèce d'empreinte versaillaise que j'exècre personnellement. Bon, mais j'espère que vous serez entendu là, parce que pour l'instant, quand même... Oui, c'est plutôt communard. Oui. Il y a un mot qui est assez... Mais je suis entendu nulle part, mon cher Louis. Assez peu c'est ça le problème. Alors, vous, dernière question, là, vous avez demandé et obtenu, ce qui est bien, là, une postface de Raoul Vaneigem. Vaneigem, oui. Alors, pour les gens de votre âge ou du mien, Raoul Vaneigem, c'est quelqu'un qui est retiré en Espagne maintenant, je crois, mais enfin, qui, sur la scène politique française, qui a eu son heure de gloire il y a 20 ou 30 ans, quoi. Plutôt dans le camp anarchiste, là, dans lequel vous vous retrouvez d'ailleurs aussi. Oui. Donc, le choix n'est pas... Un communisme libertaire. Communiste libertaire, oui. Raoul, je l'ai rencontré... C'est un regret que cette composante communiste libertaire, qui était quand même très répandue au sein du Parti communiste, malgré les apparences, qui était surtout très répandue dans le mouvement syndical. Les anarcho-syndicalistes, oui. N'oublions pas que la CGT, Loriot notamment, ces années-là, dès sa création et dans ces années-là, a une forte composante anarcho-syndicaliste dont semblerait se réclamer aujourd'hui de façon lointaine l'actuel secrétaire général, c'est ce qu'on dit parfois. Donc pour vous, c'est un regret que cette composante anarcho-syndicaliste... Vaneigem est un homme que je vénère personnellement pour plein de raisons. D'abord parce que, comme moi, il est médiéviste de formation. Nous avons fait des études d'histoire, nous spécialisons dans le Moyen-Âge. Il a étudié les hérésies. Moi, j'ai étudié Charles Quint et les têtes d'Empire. Ça nous a rapprochés. Ensuite, nous avons été tous les deux les élèves fervents et assidus d'Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, qui a été l'une des personnalités du marxisme, de la philosophie marxiste dans les années 50, et qui a nourri tout un courant de pensée qu'on retrouve en 1968 avec le situationnisme. Et, à Strasbourg. Oui, voilà, à Strasbourg notamment. Et ensuite, je l'ai suivi. Bon, je l'ai perdu de vue parce que moi, j'ai opté pour le cinématographe alors que j'aurais dû continuer dans l'enseignement, normalement.
j'ai lu un peu tout ce qu'il a pu écrire. Il n'a pas varié d'un pouce depuis 70 ans. Il est resté exactement sur la même ligne. Et je trouve ça formidable. La fidélité de cet homme à des idées généreuses comme les siennes est une chose qui m'émeut profondément. Et je dois dire que le fait qu'il ait accepté d'écrire quelques pages pour se joindre à mon cri, au cri que j'essaye de pousser aujourd'hui quand je vois à quel point la gauche est désemparée et se retrouve minorée complètement et menacée de toutes parts. Nous sommes dans un pays qui est menacé de toutes parts. La classe ouvrière est complètement atomisée. Les syndicats sont divisés. Tout est... on assiste à une sorte de confrontation des égaux qui n'en finit plus. C'est vraiment... Quelle déconfiture pour ce pays qui a fait la Révolution française, qui a fait la Commune, pour la patrie de Robespierre, de Saint-Just, de Varlin, de Jules Vallès, de Delécluze, de Louise Michel. Je ne voudrais pas mourir en connaissant, en sachant à quel point le bateau est en train de couler. Mais je ne vois pas très bien comment on peut s'en sortir si on ne peut pas, en faisant l'économie d'une révolution. Yeah. Je pense qu'il y aura une révolution, qu'elle sera pacifique, mais qu'il y aura une révolution. Il faut changer les choses et non pas se résigner. On ne se résigne pas. Il faut regarder l'avenir en face et se battre. Alors, à propos des personnalités de la commune que Jean Chayraz vient d'évoquer, dans ce livre, le premier tome de ces livres est très richement et généreusement d'ailleurs illustré par Éloi Vallat, hein, qui a une belle plume de portraits hein, des militants et militantes, parce qu'il y en a eu quand même aussi, même si elles sont parfois oubliées de la commune. Et donc, je crois qu'il y a une trentaine ou une quarantaine de représentations de ces plus que ça. De ces photos venant du temps où on faisait pas de photos, enfin, ou en tout cas, les personnages de la commune étaient moins pris en photo que les gouvernants. Hein, donc, c'est un hommage qui leur a été rendu. Alors, est-ce qu'il y a, je vois pas de questions écrites là. Il y en a d'ailleurs 3 là qui sont pas sur vidéo, donc je les vois pas. S'il y a pas d'autres questions, on va laisser. Ah, voilà, il y en a un qui est apparu. Salut. S'il n'y a pas d'autres questions, Je voudrais que tous les participants ici sachent bien que mon combat n'est pas un combat, je ne cherche aucune notoriété, ni argent, ni rien du tout. Ce que je veux exprimer, j'ai 88 ans, donc je suis au bout de ma vie. Je veux vraiment les convaincre que nous sommes dans une impasse dont il faut absolument sortir. Il faut sortir de cette impasse qui est mortifère, qui est vraiment ce qu'il y a de pire pour un pays. Car nous vivons dans le mensonge permanent d'une société qui est à bout de souffle, qui n'en peut plus, qui en plus est intoxiquée par cette histoire de Covid, qui est vraiment un bienfait pour la bourgeoisie, car elle l'utilise à son profit, car ça lui permet de justifier la résignation complète, le fait que les liens sociaux sont complètement distants. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de réunion, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de convivialité, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus rien. C'est chacun pour soi. On va prendre son petit vaccin et on reste chez soi tranquillement. Il faut absolument qu'on sorte de cette impasse, qu'on défasse ce lien qui est vraiment... voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir et je vous remercie d'avoir
avoir bien voulu participer à cette réunion qui a été organisée par Louis Weber, que je remercie vivement. Les éditions du Croquant. Les éditions du Croquant, que je trouve formidables, vraiment. C'est pour moi. Notre chargé de communication qui s'est occupé. C'est la liberté pour moi, c'est la liberté d'expression. Très bien. Et merci, Louis. Merci. Des réactions encore là, non? J'ai juste une petite question. Oui. Puisque Louis, vous avez dit que et Jean, je crois, que ce livre sur le congrès de Tours était en quelque sorte, dans ces gens qui a dit ça, la suite des 72 immortels. Ma question est simple, y a-t-il une suite ou y aura-t-il une suite au livre sur le congrès de Tours? Oui, je suis en train de revenir à ma jeunesse et à mes expériences personnelles avec un chantier dont le titre est emprunté à Arthur Rimbaud, évidemment, le Zéphyr au Gai-Menton. Oh, c'est joli. C'est probablement, ça va être l'analyse du souffle libertaire de mai 68. Car je pense qu'on a beaucoup écrit sur mai 68, mais on a écrit beaucoup de conneries. Et moi qui l'ai vécu du dedans, tout en étant un peu plus âgé que les participants de l'époque, j'avais 10 ans de plus que tous ceux qui participaient à la Sorbonne ou à Censier. Il y a des choses qu'il va falloir rappeler, et notamment tous les rapports entre mai 68 et le cinéma. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, l'affaire Langlois. Voilà, il y a un beau chantier qui va être la suite des Immortels, du Congrès de Tours, la Grande Déchirure et le Zéphyr au Gai-Menton. Si toutefois, bien, la grande faucheuse n'en convient pas autrement. Oui, il dit toujours ça. Oui. Bon, en tout cas, ce ne sera pas le court XXe siècle de l'ami du regretté ami Hobsbawm. Là, on aura le long siècle, 2 siècles presque révolutionnaires, les 150 ans de révolution qui parlent de la Commune et qui, alors j'allais dire qui culminent, non, qui sont ponctués par le congrès de Tours et 68. Ah bah, si Jean Chéras fera ça, d'ailleurs, il sera le bienvenu aux éditions du Croquant, et puis on aura une belle collection donc à proposer à ceux qui, ils sont nombreux quand même, hein, à celles et ceux qui aiment bien les voix un peu différentes, hein, du mainstream, ce mainstream pouvant être de droite ou de gauche d'ailleurs, hein, et c'est vrai que pour la Commune et pour le Congrès de Tours, il y a quand même eu ce qu'on pourrait appeler une interprétation dominante, que je ne récuse pas totalement, mais enfin qui a un peu étouffé des voix alternatives, Oui. comme celle que Jean Chéras nous a fait entendre. Bon, alors merci à tous là et passez une bonne soirée. Ne sortez pas, hein, vous êtes chez vous. Au revoir. Oui. Sinon, on est en prison. Voilà, sinon on est en prison. Voilà, bonne soirée et merci beaucoup encore. Au revoir, Jean. Au revoir tous. Le principal. Je vous embrasse tous. Voilà, très bien. Allez, on s'arrête, on quitte.